Bonjour, bonsoir à vous tous, vous qui êtes venus du monde entier. Je suis ravi de voir autant de personnes parmi nous. Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire sur le rapprochement entre la planification climatique et éducative, les enseignements tirés du Malawi et du Cambodge. M'appelle Eleanor McEnor et je suis spécialiste du programme et je vais modérer ce séance. Et je vais d'abord donner la parole à Yangju Yan et ensuite on va donner la parole à notre directeur Martine Benevidas. Bonjour tout le monde à Fangzhou. Merci d'être venu ici aujourd'hui à notre webinaire. Ce webinaire fait partie de notre initiative CECI qui est fondée par le partenaire mondial de l'éducation et mise en œuvre par l'UNESCO, l'IPE et Save the Children. Je vais juste en fait parcourir quelques remarques logistiques. Tout d'abord, l'événement est en anglais avec l'interprétation simultanée vers le français. Vous pouvez choisir votre canal de prédilection en cliquant sur le globe en bas de l'écran. Vous pouvez également activer les sous-titres ou les présentations qui sont disponibles dans les deux langues. Vous pouvez télécharger les diapos en cliquant sur le lien posté sur le chat. Euh, Nous allons communiquer avec vous par biais du chat. Présentez-vous et dites-nous d'où vous venez. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez surtout pas à poser à nous. Mes collègues vont poster des messages, des liens pour vous, donc n'hésitez pas à garder la boîte de chat ouverte. Les panélistes auront l'occasion de répondre à vos questions à la fin de l'événement. Mes collègues vont recueillir vos questions, donc n'hésitez pas à ajouter vos questions dans le chat, soit en anglais, soit en français. Cette séance est enregistrée et l'enregistrement et les présentations seront partagées avec vous après l'événement. Je suis ravi de donner la parole à notre directeur, Martine Benavides, qui va présenter la section. Merci beaucoup, Fonzou. Et bonjour, bonsoir, bon après-midi à tout le monde et bienvenue à cet important dialogue sur le rapprochement entre la planification climatique et la planification éducative. Nous remercions chaleureusement nos partenaires et nos éminents intervenants du Cambodge, du Malawi, du GPE et de Save the Children et de la section de l'éducation et au développement durable de l'UNESCO de se joindre à nous aujourd'hui. La clôture de la COP30 la semaine dernière nous a rappelé une fois de plus que l'éducation est un puissant catalyseur de la résilience climatique et du développement durable. Les récentes sessions gouvernementales de haut niveau ont légitimé le rôle essentiel de l'éducation dans la stratégie climatique, signalant une évolution mondiale vers l'intégration de l'éducation dans les engagements climatiques. L'intégration de l'éducation dans les cadres climatiques permet aux apprenants et aux communautés d'anticiper les risques, de s'adapter aux changements et de promouvoir des solutions durables. Cela veut dire que planifier les écoles sûres et résilientes, de préparer les enseignants à dispenser un enseignement adapté au climat et de veiller à ce que les politiques éducatives fondées sur les données probantes protègent les plus vulnérables lors d'une crise climatique. À l'UNESCO, l'IPE, nous travaillons en étroite collaboration avec les ministres de l'Éducation afin de renforcer la planification stratégique et l'élaboration des politiques. Nous avons une longue expérience dans le soutien au ministère du monde entier en matière de planification éducative résiliente aux crises et au climat grâce à l'initiative Climate Smart Education Systems Initiative soutenue par le Partenariat mondial pour l'éducation, mise en œuvre conjointement avec l'UNESCO ESD et Save the Children. Nous aidons les pays à concevoir les systèmes éducatifs résilients, adaptables et alignés sur les objectifs climatiques. Notre approche met l'accent sur la collaboration intersectorielle et fournit des outils en renforcement des capacités et un soutien technique afin de garantir que l'éducation soit intégrée dans les cadres nationaux sur le climat et les considérations climatiques qu'elles soient intégrées dans les politiques et les plans du secteur de l'éducation. Nous sommes honorés aujourd'hui d'accueillir un panel exceptionnel d'intervenants. Sarah Belmont, responsable des partenaires stratégiques et des capacités
PME, Chipliro Trombosi, directeur adjoint de la planification des politiques de la planification de l'éducation au ministère de l'Éducation, des sciences et de la technologie du Malawi. Tan Serrat, directeur du département de la planification représentant l'IMSOA, directeur général de, euh, politique et de la planification du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et du Sport du Cambodge et nos précieux partenaires Jennifer Mayweather, spécialiste d'éducation, et Jessica Cook, conseillère principale en matière de changement climatique et d'éducation, toutes les deux Save the Children, ainsi que Kathleen Brennan, chargée de projet à la section de l'éducation pour le développement durable de l'UNESCO. Je cède la parole à Sarah Bedmont du GPE. Merci beaucoup, Martine, et bonjour, bon après-midi à vous tous. C'est un immense honneur pour moi d'être parmi vous et de parler d'un sujet critique. Chez GPE, nous pensons que l'éducation, c'est le fondement de l'avenir du pays. Le changement climatique met à l'épreuve ce fondement. Il y a des orages, des vagues de chaleur, l'augmentation du niveau de mer sont en train de façonner la réalité quotidienne de tout le monde, des apprenants et des enseignants. L'éducation est vulnérable au changement climatique et c'est aussi un outil très puissant contre le changement climatique. Les, é- Quand les apprenants apprennent dans les communautés, dans les écoles sûres avec les enseignants formés, nous sommes en train de renforcer le développement humain et l'ambition climatique. C'est pour ça que l'éducation doit être intégré dans le cadre éducatif. Il faut que le ministère de l'Éducation ait leur mot à dire et l'action climatique est coordonnée et les financements est là où on a besoin de protéger les apprenants. Dans le cadre de notre stratégie 2020, le GPE a également identifié que les systèmes éducatifs du monde ne sont pas préparés à la crise avec la pandémie de la Covid, beaucoup de pays avaient du mal à gérer les problèmes climatiques. Nous avons demandé une expression d'intérêt de la part de nos partenaires pour intégrer le climat dans les stratégies éducatives. Et Save the Children, et nous avons en fait créé un réseau pour fournir un soutien. Les expériences de Malawi et du Cambodge montrent ce qui se passera lorsque les ministères de l'Éducation ont des outils, les données et le partenariat nécessaires pour rapprocher ces deux mondes de planification. Et en tant que partenaire, le GPE est fier de soutenir le travail dont on va entendre parler. Avant de donner la parole à nos intervenants éminents pour qu'ils puissent parler de leur expérience, ce serait utile de parler des instruments euh, politiques, donc les plans d'adaptation nationale et des contributions nationales. Quelles sont les contributions nationales? Ce sont des engagements que chaque pays souscrit dans le cadre des accords de Paris. Ces contributions définissent comment on va baisser les gaz à effet de serre. Ces contributions sont en fait mises à jour tous les 5 ans et cette année, nous entamons le troisième tour de contributions qui vont couvrir jusqu'à 2035. Combien de pays reconnaissent le rôle de l'éducation dans les plans climatiques? En 2015, il y avait seulement 40 pays qui ont référencé l'éducation dans les NDC. Mais maintenant, nous avons 152 pays qui le font, soit une augmentation de 4 fois dans le nombre de pays. Et c'est un signal très puissant. Est au centre. Et maintenant, nous allons faire en sorte que les systèmes éducatifs sont complètement résilients au climat.
Un autre outil, c'est les plans d'adaptation qui, aident le pays à gérer les impacts du changement climatique. Les, les pluies torrentielles, les événements climatiques infavorables sont gérés et pour le secteur éducatif, il s'agit de préparer à la catastrophe, cibler le soutien aux apprenants les plus vulnérables. Donc, pourquoi est-ce que l'éducation doit être intégrée dans ces cadres nationaux? Tout d'abord, lorsque l'éducation est intégrée dans les cadres, il est plus facile pour les pays de faire trois choses. D'abord, et de formaliser la priorité et définir les objectifs si clairs. Lorsque l'éducation est référencée, les pays peuvent définir les cibles concrètes pour le renforcement des compétences des enseignants, le développement du programme scolaire, etc. Deuxièmement, cela aide une coordination interministérielle et renforce la collaboration intersectorielle. Donc, les ministères de l'Éducation sont en fait engagés avec les différents ministères, ainsi une collaboration fait en sorte que l'éducation est alignée aux stratégies climatiques plus larges. Et troisièmement, et l'élément le plus important, l'intégration de l'éducation soutient et favorise le financement climatique. Donc, ainsi, nous avons articulé les besoins en matière d'éducatif, ce qui permet aux pays d'accéder au financement et au programme de renforcement des capacités et de formation. Donc, nous pouvons transformer les objectifs en, euh, en réalité. Nous pouvons protéger l'enseignement et aussi renforcer la résilience climatique. Donc, si les systèmes éducatifs doivent soutenir les chocs et permettre aux pays de réaliser leurs objectifs, nous devons intégrer l'éducation dans les cadres éducatifs nationaux. Le travail dans les deux pays qui seront présentés montre ce qui est possible lorsque les gouvernements sont en fait soutenus pour approcher le planification climatique éducative. Nous pouvons ainsi garantir que les enfants partout dans le monde peuvent s'épanouir, peuvent apprendre et contribuer à un avenir beaucoup plus résilient. Merci beaucoup. Merci Sarah pour votre propos de bienvenue et vous nous avez rappelé l'importance de diminuer cet écart entre l'éducation et le climat. Donc là, je vais présenter les intervenants qui vont partager leurs expériences à travers l'inclusion de l'éducation. Nous allons entendre Monsieur Tombossi et nous allons également entendre Monsieur Kunzea qui est le directeur du Cambodge. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous. Cela démontre comment les partenaires avec CECI et l'IP ont travaillé en étroite collaboration afin de garantir que l'éducation ne soit pas laissée pour compte dans les stratégies nationales en matière de climat. Notre soutien s'est principalement concentré sur la constitution d'une base de données factuelles pour intégrer l'éducation dans les plans d'adaptation nationale et les contributions déterminées au niveau national. Donc, cela a notamment consisté à renforcer les capacités pour élaborer l'analyse des risques climatiques pour le secteur de l'éducation et à fournir des conseils techniques pour la conception des stratégies et des plans opérationnels. Sans plus attendre, je vais donner la parole à nos collègues du Cambodge et du Malawi qui vont faire une présentation pendant 20 minutes et qui vont nous présenter la façon de cette intégration s'est fait. Donc, à vous la parole, là. Bonjour hein, et bon après-midi.
C'est un plaisir pour nous de partager notre expérience avec vous sur comment nous avons intégré l'éducation dans le PNA du Malawi. Je pense que notre système éducatif n'est pas épargné du changement climatique. Nous avons vu l'impact du changement climatique sur le secteur éducatif. Nous avons des inondations, nous avons des sécheresses et cela a vraiment impacté notre système éducatif. Depuis 2024, nous avons reçu un soutien de la part du GPE et l'UNESCO. Nous avons travaillé pour développer deux documents clés qui aident le pays à construire une base solide et fondée sur des données probantes pour la planification de l'adaptation. Nous avons fait une analyse des risques climatiques au Malawi pour le secteur de l'éducation et nous avons également développé une stratégie de changement climatique pour le secteur de l'éducation. Et ces deux euh, documents sont très importants pour nous. L'analyse de risque. Pourquoi est-ce que nous avons fait cette analyse de risque? Nous avons eu des données probantes pour justifier comment le changement climatique impacte le secteur éducatif. On a, on a des données probantes et quantifiées sur l'impact du changement climatique sur l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait avec l'analyse des risques? Nous identifions et nous cartographions les facteurs de stress liés au changement climatique et nous analysons la nature de ces tendances historiques. Nous évaluons l'exposition et la vulnérabilité des systèmes éducatifs, les écoles, comment les écoles sont vulnérables, les apprenants et les enseignants également. Nous analysons les effets des facteurs de stress liés au changement climatique sur l'éducation en termes d'accès, de qualité, de gestion d'équité. Et nous analysons les capacités existantes pour atténuer les effets du changement climatique. Comment nous l'avons fait? Donc, pour pouvoir arriver à cela, nous avons utilisé nos ensembles de données consolidées sur le climat et l'éducation et nous avons analysé, y compris les informations géospatiales. Il y avait une série d'ateliers participatifs et de consultations avec les acteurs nationaux et régionaux du ministère de l'Éducation, du changement climatique et du département de la gestion des catastrophes. Nous avons également analysé les données SIG afin d'observer les tendances relatives aux effets du changement climatique sur l'accès, la qualité et la gestion de l'éducation en intégrant la question de l'étiqueté dans ces trois domaines. Et ensuite, une enquête sur le changement climatique et l'éducation a été menée dans les 34 districts scolaires du pays. Donc, juste pour mettre en exergue la prochaine diapo. Alors, ça, c'est le résultat de l'analyse des risques. Comme vous pouvez voir, c'est à partir de cette carte, vous pouvez voir l'exposition ainsi que la vulnérabilité du secteur de l'éducation aux inondations et de la sécheresse. Donc, plus de 50% des régions ont une haute exposition, soit 3 millions d'apprenants, soit 54% des écoles primaires et secondaires.
En fait, il y a une concentration et les écoles ont été tous exposées au stress lié au changement climatique. C'est les districts du sud du pays, comme Machinga, qui sont extrêmement vulnérables, qui ont l'exposition la plus importante. En ce qui concerne la vulnérabilité, nous avons utilisé les différents indicateurs, comme vous pouvez voir sur l'écran, afin de analyser le niveau de vulnérabilité des écoles. Nous avons en fait vu le programme d'alimentation scolaire, nous ensuite l'accès à l'eau potable, ensuite euh, nous avons vu quels sont les districts qui ont mis en place un plan d'urgence pour la sécheresse. En ce qui concerne les inondations, nous avons analysé l'état des salles de classe et les maisons des enseignants. Nous avons vu quelles sont les écoles qui sont accessibles seulement par les routes terrestres et les districts qui ont développé un plan d'urgence, qui ont développé et qui ont mis en place un plan d'urgence pour les inondations. Donc, ce sont des indicateurs qui nous ont permis d'identifier les districts les plus vulnérables et nous avons pu identifier des actions également. Nous voulions savoir quels sont les districts les plus vulnérables. Nous avons ainsi utilisé ces indicateurs pour le faire. Lorsque nous avons fait cette analyse, le graphique que vous voyez ici, voici le taux d'abandon scolaire. Vous pouvez voir que le taux d'abandon reste très élevé dans les districts qui sont fortement exposés au risque. C'est en fait, c'est des régions où le climat a une incidence négative sur les résultats scolaires. Les, les districts qui sont en fait les plus exposés font des ajustements des horaires scolaires très courants. Il y a des cours à la radio, politique d'enseignement ouvert, transfert en espèces, bourse et les districts. Donc, je vous ai déjà parlé de ce taux d'abondance scolaire qui est élevé dans les districts fortement exposés. Et donc, le taux d'abandon reste quand même très élevé, euh, surtout en période de détresse climatique. Il existe encore des lacunes. Nous, En fait, les points forts, c'est qu'on a pu ajuster des horaires scolaires. Nous avons des cours à la radio, euh, politique d'enseignement ouvert à distance, et aussi des transferts en espèces, des bourses et les programmes d'alimentation scolaire. Et nous avons des études qui ont été mises en place en matière d'égalité des sexes, donc une stratégie d'éducation inclusive pour garantir la continuité de l'éducation. Mais il existe quand même des lacunes, comme je vous ai dit. Par exemple, une application incohérente des normes, il y a un manque d'électricité, d'accès à Internet, un apprentissage alternatif limité, absence d'alerte précoce en cas d'abondance scolaire. Et en ce qui concerne les inondations, le programme d'alimentation scolaire est interrompu
Donc, ces lacunes persistent. Donc, ce sont des exemples. Mais nous avons fait des analyses plus poussées afin de formuler une stratégie consolidée en matière de changement climatique pour le secteur de l'éducation, afin de garantir l'équité également. Donc, nous avons des données probantes de l'évaluation des risques et ensuite nous sommes passés à une stratégie consolidée en matière de changement climatique pour le secteur de l'éducation. Donc, nous avons les données, nous avons les éléments de preuve, donc il faut maintenant passer à l'action. Donc, nous avons utilisé ces données pour développer notre stratégie. Donc, euh, pour développer en fait cette stratégie, nous avons suivi les quatre étapes que vous voyez sur la diapo. Nous avons d'abord identifié les stratégies existantes et nous les avons alignées avec les priorités du NECIP. Donc, nous avons analysé le cadre politique, nous avons en fait analysé les stratégies existantes et nous avons trouvé des façons pour aligner ces stratégies existantes aux priorités, sur les priorités du NECIP. Ensuite, nous avons consolidé les stratégies existantes, nous avons élaboré des stratégies supplémentaires et nous avons établi des priorités. Il y avait déjà des stratégies existantes sur des problématiques traditionnelles, mais peut-être cela ne couvre pas tout. Donc, il faut absolument s'assurer de sa résilience également. Donc, nous avons en fait étudié ces stratégies, nous les avons consolidées et nous avons élaboré les stratégies supplémentaires. Ensuite, nous avons préparé un cadre de suivi et d'évaluation avec des indicateurs mesurables pour que nous puissions en fait faire le suivi et l'évaluation de ces stratégies. Ensuite, nous avons fait aussi une estimation du coût des différentes interventions et des mesures. Finalement, la stratégie a été approuvée et finalisée et adopté par la suite. Donc, voici les étapes que nous avons suivies pour élaborer la stratégie consolidée pour l'adaptation au changement climatique. Donc, très rapidement, pour vous montrer les différentes composantes de notre stratégie consolidée, l'objectif de cette stratégie est de renforcer la résilience du système éducatif malien pour un accès équitable à l'éducation. Donc, la composante principale et l'objectif porte sur l'accès et l'équité. Nous voulons s'assurer que notre système éducatif soit résilient, qui fournit un accès équitable à l'éducation pour tous. Là, la première composante, c'est l'accès et l'équité. Donc, il s'agit de renforcer, l'objectif, c'est de renforcer la résilience du système éducatif malavien, pardon, pour un accès équitable et d'éducation. Donc, lorsque nous avons des inondations, nous voulons nous assurer que notre infrastructure soit résiliente au climat et nous avons l'alimentation scolaire et nous pouvons garantir la continuité de l'éducation. Écoute, ouais.
les différents éléments et la fait est préparée, les différents matériaux et également le fait d'être préparé. Et nous travaillons ici sur le changement face au désastre. Et quatrièmement, nous travaillons sur la question de mise en protection contre les désastres, voir si nous sommes prêts à apprendre, à nous former sur les différents matériaux, sur leur supervision, et pour encourager les enseignants dans ce sens. Nous essayons de nous assurer aussi, je ne vous entends plus, tenir compte des différentes missions euh, pour les mesures d'éducation et pour s'occuper des différentes fonctions en matière de relations humaines. Aussi les componentes de notre travail sur de la stratégie sur le changement climatique. Donc, ce que nous avons euh, étudié particulièrement, qui a été véritablement importante, c'est l'intégration de ceci dans le plan national d'adaptation du Madalaoui, mais c'est quelque chose qui avait du mal à apparaître simplement. Et ce est apparu avec la mise en place de ce plan national d'adaptation, tenant compte également du changement du climat. Nous avions fait une analyse de pour les autres secteurs qui apparaissaient déjà sur les différents aspects qui paraissaient tout à fait justifiés d'inclure dans le cadre de l'éducation et pour lequel nous avons besoin de faire une analyse de risque. Donc, nous avons commandé cette analyse de risque pour notre secteur qui est maintenant disponible, mais nous avons également fait une étude qui a permis d'identifier que nous voulions faire dans ce cadre en matière d'analyse de risque identifié. Donc, ça n'a pas été très difficile pour nous. Ça nous a aidé d'avoir les outils et le cadre dont on avait besoin et qui devait être inclus dans ce système. Donc, nous avons différentes composantes qui sont apparues, qui sont présentées comme étant les différents éléments possibles. Donc, dans les stratégies que nous avons évoquées, nous avons dit qu'il y avait différents secteurs, et différents défis qui se présentaient, mais ce que nous voulons faire, c'est de définir nos priorités. Donc, nous avons regardé les différentes questions, les différentes problématiques qui se présentaient, et nous avons défini trois secteurs, accès et équité, avec trois composantes sur les différentes activités qui sont présentées ici.
de façon la plus complète que possible. Et puis la cinquième qui introduit le contenu sur les différents secteurs et sur le maintien de la continuité. Donc, nous avons essayé de mettre ce qui apparaissait dans l'étude et de se réorganiser. Mais nous n'avons pas laissé de côté les composants dont on discutait, mais nous avons insisté sur accès et qualité, la qualité des infrastructures et le renforcement, s'assurer de la continuité en cas d'urgence, et puis l'impact des différentes mesures et l'appropriation de l'environnement qui a un gros impact sur l'infrastructure. Il y a différents élèves, beaucoup de l'infrastructure est prise en compte et nous avons des vents, des arrivent dans différents secteurs du pays. Un certain nombre d'infrastructures ont été dévastées par les tempêtes et nous voulons nous assurer que l'infrastructure est résiliente, reste solide et que nous n'avons pas de coûts pour la maintenance et la restauration. Et puis, nous avons également pu nous assurer qu'il y avait une continuité qui était arrivé en cas de disruption, protéger les habitants contre les disruptions. Et quand on a vu tout cela dans les différents secteurs, mais dans certains secteurs du pays, il était nécessaire de voir comment nous assurer que nous avions un système organisé pour faire face à ces différents éléments et que l'on pourrait faire face. Des mesures de protection sociale, il y a des programmes comme l'alimentation scolaire universelle, les soutiens aux récoltes vulnérables pour les apprenants et pour l'équité et s'assurer qu'on tenait compte de ces différents secteurs et de fournir l'éducation à tous. Ceci a été évalué et nous sommes arrivés à 9 milliards et demi de dollars américains. Donc, ceci a été présenté et c'est les résultats de l'étude en matière de qualité euh, euh, le fait que ce et pertinence. Alors, des systèmes d'apprentissage de remise à niveau en renforçant cette éducation de mise à niveau pour les écoles affectées par des catastrophes pour maintenir la progression des étudiants et la continuité de l'apprentissage en santé calendrier scolaire. Nous avons également vu le fait d'être prêt et libre en renforçant cette préparation pour les catastrophes avec des essais, et, différentes mesures et calendriers et des horaires aménageables pour s'adapter aux disruptions climatiques. Également, la disponibilité du matériel d'éducation remplaçant les matériaux endommagés et numériser les cursus au maximum pour avoir un accès continu aux ressources éducatives et également s'adapter au changement climatique dans la formation et en tenant compte de ces différents éléments pour véritablement améliorer la formation des enseignants dans ce domaine et de calibrer les choses pour avoir une aide au curriculum et de maintenir l'éducation. Donc, si on prend l'ensemble de ces mesures,
qui euh, de formation pour les enseignants également et des institutions. Ceci a également été évalué et ça représente également 11 millions et demi. Sur la gouvernance et la gestion, des cadres, des programmes cadres de renforcement de la gouvernance en se concentrant sur les cadres et la redevabilité pour soutenir l'adaptation dans l'éducation, des plans de gestion de risques, catastrophes dans les écoles, l'intégration de données climatiques, euh, la possibilité d'en prendre en compte et le développement des capacités et renforcer ces systèmes dans l'éducation pour s'assurer que les données collectées sur, peuvent prendre en compte également celles qui concernent le climat et qui concernent également le secteur de l'éducation. Nous avons ces outils de correction des données par des questionnaires, avoir toutes ces données et qui sont fournies et il faut s'assurer que ceci est véritablement mis en œuvre de façon euh, réelle. Donc, le dernier aspect, c'est le développement des capacités de financement, qui est très important pour s'assurer qu'on a un financement effectif. Tout ceci a de nouveau été euh, évalué et on peut s'assurer que les gens sont conscients qu'il y a plus de formation simplement pour s'assurer qu'il y a l'apprentissage qui continue. Donc, c'est vraiment très important si on peut obtenir son changement, si ce changement arrive, qu'on soit prêt à s'y confronter et à financer ce qu'il faut pour soutenir l'ensemble de ce travail. Merci beaucoup, directeur Tamodi, pour cet aperçu du processus mis en place et un certain nombre du contexte qui a été introduit et au Malawi sur l'éducation. Nous allons passer au directeur Gondela de Cambodge et qui va nous parler de la situation dans le pays. Puis nous allons revenir à des questions plus précises pour tous les deux. Mr. Steya, à vous. Merci beaucoup de me donner la possibilité de présenter. Je suis directeur adjoint du département de l'éducation et avec pour un remplaçant le directeur qui n'était pas dit. Donc, on va parler de l'intégration de l'éducation dans les contributions déterminées nationalement du Cambodge. Et nous voyons ici cette présentation sur le processus. Voici les différents points que je voudrais aborder au cours de cette présentation. Pour le premier point, il s'agit des menaces climatiques croissantes pour le système éducatif du Cambodge. C'est l'éducation, les éléments de base. Et vous voyez qu'entre 1990 et 2022, le Cambodge a subi 37 catastrophes majeures liées au climat, les inondations, les sécheresses, les typhons qui ont directement touché près de 24 millions de Cambodgiens au cours de cette période et ont causé des dégâts s'élevant à près de 2,5 milliards de dollars américains. Ces chocs récurrents perturbent de plus en plus la continuité de l'apprentissage, compromettant la sécurité et les infrastructures scolaires. Ils affectent également le bien-être des enseignants. Pour mieux comprendre l'ampleur des impacts et des aléas climatiques sur le système éducatif,
le ministère, avec l'appui de l'IEP UNESCO dans le cadre de l'initiative pour les systèmes éducatifs résilients face au climat, a réalisé une analyse de risque climatique pour le secteur de l'éducation. Donc, ceci s'est fait après une approche semblable pour le Cambodge. C'était fait tout d'abord en identifiant tout d'abord les principaux éléments du climat avec les inondations, sécheresses, fort vent, etc., pour d'assurer la protection contre la vulnérabilité des systèmes scolaires. Et nous avons examiné également comment le risque pouvait permettre d'incarner une meilleure qualité gestion des écoles et finalement de voir comment les capacités existantes pouvaient véritablement mettre en place, pouvaient non seulement sur le système et sur ses impacts, mais même dans cette situation, nous avons une image assez claire du risque climatique et pouvoir informer à la fois nos organisations de planification et d'organisation dans le processus climatique. Voici l'exemple de l'exposition au stress de chaleur et nous voyons également l'exposition à la chaleur et localisation et la vulnérabilité à ces changements dans les régions les plus exposées. Extreme heat events. In April last year, we faced Élevés one au cours des dernières années, nous avons eu une des, des options les plus importantes enregistrées qui est au cours des 160 dernières années. Donc, ceci montre un réchauffement tout à fait critique qui affecte les services publics et le secteur de l'éducation. Comme vous pouvez le voir dans le dernier graphique, le très haut risque est très important dans les zones les plus peuplées, plutôt qu'en les plaines centrales et les terres basses. Donc, ceci montre un risque de stress hydrique, de risque d'inondation et de risque pour l'éducation, en particulier pendant les mois les plus chauds. Donc, le risque, selon l'analyse de risque, plus de 1,6 million élèves sur un grand nombre d'écoles, c'est-à-dire que pratiquement la moitié des étudiants et des élèves du pays sont subis à une exposition élevée ou très élevée à cette situation. Nous voyons que ce stress représente plus de 6 000 écoles et pratiquement toutes les écoles dans certains secteurs. Les chiffres qui sont importants indiquent qu'il y a véritablement une pression extrêmement importante, comme le Cambodge subit une augmentation constante en température extrême et température moyenne, avec des projections qui montrent une significative augmentation des risques au cours des décennies à venir. Ceci euh, crée un certain nombre de difficultés et nuit au fait que les élèves se rendent à l'école.
malgré le risque accru de l'augmentation des températures liée au changement climatique, le niveau d'exposition à ce stress dans le système éducatif est important. Beaucoup d'écoles ne sont pas équipées pour compenser cette situation. Par exemple, sur le graphique gauche, bien que la disponibilité de ventilateurs ou d'air conditionné dans les classes joue un rôle très important, on aperçoit qu'une grande proportion de ces écoles n'ont pas ces équipements de rafraîchissement. Dans ce secteur, les élèves sont soumis à des températures extrêmes et à un environnement de classe inadapté. Donc, il y a un certain nombre de projections d'augmenter zones dangereusement chaudes. Et l'absence de ce système de refroidissement représente une difficulté majeure. Ce qui est également vu pour l'hydratation et la résistance. La question de l'hydratation est quelque chose de très important pendant les mois les plus chauds, et en particulier parmi les jeunes enfants. Dans le graphique de droite, malgré les efforts constants du ministère de l'Éducation dans le pays de permettre d'avoir de l'eau potable dans les écoles, on voit véritablement que dans des régions entières, on reste très en arrière et de façon adaptée. Ceci n'est pas, il y a déjà ces situations dans nos écoles. Pendant la vague de chaleur de 2024, la température a atteint plus de 40 degrés dans de nombreuses provinces. Et on avait suggéré aux différentes écoles de modifier leurs horaires scolaires ou de trouver moyen de protéger leurs élèves. Donc, les élèves ont essayé de rester au frais, comme en se couvrant la tête, comme on voit dans cette image, ou d'arroser les bâtiments à l'extérieur, comme on voit dans l'image de droite. La réponse à la question, c'est de voir comment on est engagé dans la planification de cette lutte. Je peux dire qu'il y a deux exemples qui affectent les affaires. L'analyse de risque nationale confirme qu'il y a ce risque qui existe pour les différents aspects, qu'il s'agisse d'inondations, de sécheresse, de typhons, etc., qui affectent ces conditions et les infrastructures scolaires dans la nation. Entre-temps, l'éducation peut travailler sur du long terme et une résilience et véritablement participe davantage au planning national. Cela veut dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui doivent entrer dans notre stratégie, comme par exemple un plan stratégique pour 2024-2028 intègre clairement le changement climatique dans les écoles pour la durabilité et la résilience. Mais on voit également que ces mesures ne peuvent pas être reflétées intégralement dans le plan national actuel. Il résulte que
l'inclusion de l'éducation n'est pas totalement visible dans les opportunités qui arrivent et on peut s'engager de façon plus proactive dans ce processus pour s'assurer que l'éducation reste quelque chose de central dans notre secteur. Pour ce qui est du processus de développement du Cambodge en matière de NDC, on a défini un engagement national pour réduire les émissions nationales et réduire l'impact sur la nécessité de l'individu. Tous les 5 ans, nous avons la nécessité de faire figurer tout cela. Ceci est mené par le ministère de l'Environnement et avoir l'ensemble de l'approche gouvernementale qui apparaît et qui les actions. En 2025, cette année, c'est le troisième passage du système sur l'évaluation du secteur et le processus national voit les différents secteurs qui sont coordonnés par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation a pris position dans ce secteur et apporter une contribution au cours du réunion sectorielle et des ateliers de consultation. Donc, pour répondre à la question de comment le ministère de l'Éducation s'est-il engagé dans le processus de la CDN 3.0, alors c'est un système lié euh, qui est basé sur les informations en tenant compte du système et de l'analyse de façon tout à fait intéressante. Ils ont fait l'examen technique des politiques liées au secteur depuis la CDN 2.0 avec l'analyse du contenu qui figurait dans le système. Nous avons les différents programmes de plans et puis nous avons l'analyse du contenu relatif à l'éducation dans la CDN 2.0 à partir de l'examen des différentes politiques. Nous avons rédigé, proposé de nouvelles mesures pour le secteur de l'éducation et la soutenabilité et au changement climatique. Nous avons participé aux consultations nationales et aux réunions techniques menées par le ministère de l'Environnement. Et nous avons également coordonné au niveau interne avec les départements concernés pour valider et les contributions proposées. Donc, il est intéressant de voir qu'en mars 2025, il y a eu un atelier de consultation pour préparer et examiner les contributions du secteur à l'éducation de la CDN 3.0 avec des personnes venant de différents secteurs. Nous avons des partenaires de développement qui se sont réunis et qui ont défini cette stratégie pour l'alignement de notre système avec le programme national d'action. Pour ce qui est des résultats clés qui, par rapport aux différents points, le gouvernement du Cambodge a soutenu les différents éléments au mois de juillet cette année.
À cause de l'engagement du ministère, le secteur éducatif va mettre en place 6 mesures qui vont couvrir des mesures habilitantes qui vont couvrir différents aspects. Nous avons également contribué à la protection sociale, à la protection des enfants, la protection des systèmes alimentaires et l'information au public. Donc, nous pouvons dire que le rôle du secteur éducatif a été renforcé de façon considérable par rapport au dernier cycle. En ce qui concerne les mesures d'adaptation sur l'infrastructure scolaire, cette mesure est beaucoup plus détaillée. Au lieu d'avoir un engagement général, le plan actuel définit des infrastructures résilientes au climat. La conception des infrastructures résilientes au climat. Ensuite, les- la réforme du programme scolaire est beaucoup plus ambitieuse. D'abord, il y avait l'accent qui a été mis seulement au primaire et maintenant le secondaire est également inclus. Il y a un nouveau plan de stratégie éducative et le plan vert. Le, il y a complètement l'intégration du changement climatique dans la formation initiale et continue des enseignants. Donc, ce qui est tout à fait conforme au plan de formation des enseignants. Nous voyons qu'il y a de plus en plus d'accent sur une résilience systémique. Il s'agit d'intégrer le changement climatique dans le plan stratégique pour l'éducation 2028-2032. L'éducation non formelle a été renforcée avec le développement d'un programme scolaire vert et l'apprentissage tout au long de la vie. Ces mesures sont bien alignées avec la politique éducative nationale, ce qui permet au ministère de l'Éducation de se positionner afin de contribuer de façon plus efficace aux plusieurs secteurs. Donc, le NDC 3.0 est un grand pas vers l'avant dans l'intégration de l'éducation du Cambodge. Merci beaucoup de votre aimable attention et j'attends de voir davantage de discussions avec vous. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur CA, pour votre présentation et aussi de voir comment le Cambodge a intégré. Nous allons maintenant euh, aller de façon plus profonde avec une question de suivi. Ensuite, nous allons entendre nos collègues de Save the Children et notre collègue de l'UNESCO. Mais je pense qu'il y a une chose qui ressort clairement. Il y a des capacités dont on a besoin, qui sont importants pour cet engagement avec le ministère des Ressources naturelles et le ministère de l'Environnement. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner davantage d'informations de votre perspective? Quelles sont les capacités spécifiques? Qu'est-ce qui aide le ministère de l'Éducation pour contribuer au processus climatique? L- Est-ce qu'il y avait des capacités spécifiques qui ont permis cet engagement? Et je pense que ce serait intéressant d'entendre les autres participants qui engagent et qui sont en cours d'engagement. Le directeur Tambouzi, est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques capacités clés qui ont été importantes pour votre ministère afin d'engager avec ce processus d'adaptation au changement climatique? Merci beaucoup.
comme pour nous, pour qu'on puisse, pour que l'éducation puisse être considérée comme un secteur important, il y a un certain nombre de choses que nous avons fait. Nous devons d'abord comprendre le processus du PNA pour qu'on puisse travailler en étroite collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et d'autres départements. Et donc, il faut des structures de coordination où nous nous réunissons, où nous parlons des questions importantes. Donc, la reconnaissance est très importante. Il faut reconnaître d'abord la capacité qui doit être renforcée. Il faut aussi un certain nombre de compétences techniques. L'évaluation des risques nous a beaucoup aidés. Les données probantes qui en ressortent nous donnent une idée très claire sur comment le secteur éducatif est impacté et comment nous pouvons développer le plan. Donc, il faut vraiment ces capacités analytiques et techniques afin de interpréter et d'analyser les données. Je pense que ce sont des capacités fondamentales dont on a besoin en tant que ministère. La question de chiffrage, de budgétisation est aussi très importante. Donc, il faut des capacités en budgétisation et de chiffrement. Ce sont des capacités clés dont les ministères doivent en disposer. Les structures de coordination, je vous ai déjà parlé, et les capacités analytiques et techniques. Vous devez pouvoir interpréter les données, devez pouvoir en fait mettre en place les stratégies. Merci beaucoup, directeur Tambouzi. Docteur Sia, quelles sont les capacités clés qui ont permis au ministère de s'engager dans ce processus de contribution directe déterminée à l'échelle nationale? Merci beaucoup de cette question. Donc, la première question concernant la capacité est importante. J'ai lu un livre publié par l'IPE, le Sans capacité, il n'y a pas de développement. C'est un livre qui a été publié par Anton. Et pour notre expérience Cambodge, nous avons trois catégories de capacités. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Tambouzi sur les capacités analytiques, c'est en fait le point de départ pour formuler le plan d'adaptation au changement climatique. Il faut euh, vraiment cette capacité analytique solide. Et le ministère de l'Éducation a vraiment besoin de comprendre comment le changement climatique a impacté la performance des enseignants, l'apprentissage des élèves et l'infrastructure scolaire. Le changement climatique n'est pas seulement un nouveau sujet. L'analyse des risques climatiques ont été effectuées pour le Cambodge. Nous avons reçu un soutien important de l'IPE, ce qui a contribué à renforcer notre capacité pour démontrer les effets du changement climatique sur notre système éducatif. Donc, cette capacité analytique doit être institutionnalisée. Et c'est une fonction en fait en cours au sein du service de planification. La deuxième capacité
c'est la capacité technique à s'engager dans les processus de planification climatique. Les responsables de l'éducation doivent se familiariser avec les cadres climatiques tels que les CDN et les PNA, les plans d'adaptation nationaux, euh, pour comprendre où s'inscrit l'éducation. Cela nous aide à identifier les points d'entrée appropriés. euh, Par exemple, quelles mesures s'alignent sur la réforme des programmes scolaires. La troisième et non la moindre est un peu semblable à ce que notre collègue du Malawi a dit, c'est la capacité de coordination et de communication. Une planification climatique efficace nécessite un dialogue continu entre les ministères et au sein du département technique. Les responsables de l'éducation doivent être en mesure d'exprimer clairement les besoins du secteur à leurs homologues dans les ministères de l'Environnement, des Finances. Vous avez déjà parlé de la gestion des catastrophes et du chiffrage. Alors, euh, c'est la capacité à évaluer le coût des mesures, à définir les objectifs réalistes et à présenter les éléments euh, factuels dans un format pertinent pour les planificateurs climatiques. Donc, encore une fois, nous avons besoin de trois sortes de capacités. Pour résumer, des capacités analytiques, des capacités techniques. Le sujet de changement climatique est très nouveau pour nous. Et la dernière capacité, c'est la capacité de coordination et de communication parmi les parties prenantes. Merci beaucoup. Très bien. C'est très intéressant de voir les similarités, les points de similitude dans les capacités et pour une implication, un engagement continu avec les processus de planification, d'avoir les capacités d'analyse pour chiffrer les mesures ou analyser les risques. Et, la coordination interne au sein du ministère et interministériel est très, très importante, ce qui a joué un rôle très important dans les processus présentés. Merci, monsieur, de votre présentation et d'avoir répondu aux questions. Je vous demanderai de rester parce qu'il y a beaucoup de questions qui viennent. Il y a des collègues qui écoutent, donc n'hésitez pas à, à mettre les questions dans le chat. Nous sommes en train de venir à notre prochaine section. Ce sera une présentation de la part de Save the Children et de l'UNESCO. Donc, je vais demander à Jessica, à Jennifer Merriweather, et elles vont parler des orientations globales de Save the Children sur l'éducation dans les processus de plan de national d'adaptation. Donc, je vous remercie, chers collègues. Merci à tous de pouvoir être ici pour présenter notre travail du côté de Save the Children pour le plan d'éducation nationale dans le PAN. Et donc, je vais prendre quelques instants pour vous expliquer les différents éléments que nous avons vus et les possibilités que nous avons vues pour améliorer le système éducatif et l'inclure dans le PAN. Sur la diapositive suivante, voyons que nous avons essayé de prioriser l'éducation dans le système. Nous avons analysé 62 campagnes multisectorielles soumises par le fonds du NHSST en juin 2025 et 106 GEFSTM en proposition.
nous avons vu comment nous pouvions intégrer le secteur éducatif et les enfants et la jeunesse. Et nous avons vu sur la diapositive suivante les éléments clés et les différents éléments les plus forts. Tout d'abord, 98% des pannes mentionnent l'éducation des institutions éducatives, 84% incluent une éducation, des actions prioritaires sur l'éducation, 73 en ont au moins une qui est spécifique pour les enfants et les jeunes, et 94 pour les enfants et d'autres jeunes. Et véritablement, cela montre qu'il y a une reconnaissance de plus en plus grande de l'importance et de l'inclusion de l'éducation dans ce système d'adaptation. Quelles sont les possibilités que nous avons vues? Nous avons vu tout d'abord que l'on peut faire beaucoup pour intégrer le secteur éducatif dans le programme avec une approche inévitablement tenant compte dans le secteur, cela a un impact en matière d'évaluation de la vulnérabilité et de l'impact des risques. Et nous avons vu qu'il y avait des preuves qui permettent d'aborder l'éducation dans le cadre de changement climatique. Et nous sommes fonctionnés également sur les priorités d'action et qu'il y a une possibilité de développer à partir de cette base et d'avoir une approche plus holistique. Sur les priorités éducatives, là, tout simplement du cursus, c'est-à-dire la résiliation, la continuité de l'enseignement, les différentes possibilités, les possibilités. Cela exige également de intégrer les enfants dans l'ensemble du processus, dans le développement de ces plans et d'assurer qu'ils vont recevoir cette priorité nécessaire. Nous voyons deux autres opportunités de renforcer le système. Tout d'abord, qui est en cours également, c'est-à-dire qu'il faut un engagement de l'ensemble du processus dans le système par le ministère de l'Éducation, ce qui est un point extrêmement fort dans les différents secteurs de situation difficile. Et le fait que ça coûte simplement 27% des estimations de coûts qui incluent des estimations pour les priorités éducatives, c'est quelque chose qui est très important pour accéder à ces différentes finances. Nous voyons également les avances que nous avons un certain nombre d'informations, mais avant de faire cela, je vais vous demander de remplir ce système. Dans ce rapport, nous allons avoir un système de suivi sur le secteur de l'éducation et la façon dont cela peut être inclus dans le système. Et nous aimerions avoir des idées, la façon de vous aider dans votre rôle dans le secteur de l'éducation, dans le processus. Et vous pourriez également rejoindre le système et qu'il puisse y avoir un chat. Donc, suivez ce lien et créez votre propre accès. Donc, ce que nous essayons de voir de où nous en sommes dans l'interprétation, vous allez voir, nous avons un certain nombre de recommandations. Je vais en souligner quelques qui sont importantes, c'est-à-dire de faire participer, coordonner le ministère de l'Éducation, inclure le secteur de l'éducation comme une priorité. Et pour le ministère de l'Éducation, de renforcer la coordination avec les équipes PAN et également être un avocat puissant du secteur de l'éducation dans le système d'adaptation par la coordination avec un grand nombre d'acteurs et l'alignement entre le processus PAN et les politiques d'éducation. Et ici, c'est un lien à l'ensemble du rapport que je vous encourage à lire. Et vous verrez, il y a des résultats assez importants du Mentimeter que j'ai mentionné tout à l'heure et le système d'adaptation du système. Merci de le faire, ça nous sera très utile
pour fournir et finaliser nos orientations et nos directives. Et, euh, et ça permet de renforcer la coordination avec les ministères de l'Éducation. Et le résultat montre les différents éléments qui sont très importants, qui permettent d'inclure ces changements climatiques pour aider à protéger la vie des enfants. Donc, je vais donner maintenant la parole à mon collègue, Jessica. Merci. Et je suis euh, conseiller auprès de Save the Children et nous travaillons sur voici de présentation d'orientation renforcée et d'éducation et le secteur qui s'engage dans ces différents. Et ceci de façon précise pour tenir des besoins de la communauté, pour tenir compte des différentes on verrait que chaque pays doit adapter son NDC chaque année et le fait que l'on tienne essentiel pour les différents pays est quelque chose de très important pour répondre à cette objectif climatique. Et c'est là que le plan de 2025 va être appliqué pour les prochaines années. Donc, on commence avec les enfants qui connaissent cette année et qui vivront dans longtemps et qui seront à mi-chemin dans 10 ans. De créer tout ça pour qu'il y ait un grand nombre de pays qui reconnaissent l'éducation dans leur société. Et cela se passe en 2030. Et sur la diapositive suivante, nous avons développé ce système parce que nous pensons que l'éducation et l'environnement jouent un rôle important pour ce qui est de la coordination liée et nous pouvons voir comment cela peut se produire dans le système. Et l'éducation peut être quelque chose de pour la littératie et pour la communauté. Et nous pensons qu'il doit y avoir une approche complète qui apparaît dans ce système. Et c'est quelque chose qui peut être vu, laissé de côté pour des questions financières. Ce système fournit un certain nombre d'orientations pour atteindre les objectifs fixés. Comme on a inclus l'éducation et les différents éléments, et véritablement comment on peut obtenir un soutien. Donc, il s'agit de voir comment on arrive à mettre à jour les différents éléments avec un système tout à fait qui montre de façon tout à fait précise comment est chacun de ces pays par rapport à la mise. Ici, voyons les différentes étapes à entreprendre pour ce système de mise à jour. On voit ce qu'il y a actuellement dans votre système d'été du pays et puis de voir que nous avons eu ces rapports, cette coordination apparue pour le par exemple, et nous voyons bien comment nous en être à cette étape. Quels sont les objectifs, qui a des actions, les différents groupes, et qui montrent les finances disponibles nécessaires et essayer de fournir des exemples pour améliorer la situation dans le domaine de l'éducation. Il y a des exemples de systèmes systématiques arrivent. Et ce matin, je regardais la situation du Costa Rica où les choses ont été faites de façon générale. Et vous pouvez regarder les commentaires, vous avez des commentaires à faire ou des questions à poser. Vous pouvez essayer de reprendre cette action et de vous engager de façon complète dans le domaine de l'éducation. Donc, ce qui est important, c'est d'aider les enfants avec un système plus pratique qui inclut l'éducation, permettre la continuer à l'éducation et qui permettent d'aider la génération future à prendre part à ce processus. Et merci beaucoup. Merci.
ces orientations, vous avez le lien, vous avez les différents éléments et le- nous allons avoir Kenny Brennan qui parle un peu de la façon dont il travaille pour évaluer l'évaluation climat et donc je pense que nous avons commencé à travailler pour voir des possibilités pour la section EFD, pour voir quelles étaient les possibilités de voir l'éducation de façon globale et de voir comment nous pouvons voir les différents secteurs de ce travail et de voir comment le partenariat peut ajouter au niveau du secrétariat et également la façon dont les choses sont faites par l'horizon 2022 et l'éducation qui a été lancée à ce moment-là. Il y a un grand nombre de défis posés par le changement climatique. Il faut transformer l'éducation dans le cadre du programme de l'UNESCO. L'initiative globale doit prévoir un système de coopération très important dans le cadre de l'IFC. Et dans le système d'approche EST, dans l'approche holistique qui tient compte des capacités de pays et ce doit être votre centre d'aspect. Et les différentes possibilités, d'avoir une approche plus écologique des écoles, des systèmes, de la communauté. Et c'est véritablement quelque chose de très important. On voit sur la diapositive suivante et le partenariat a créé un certain nombre de plateformes et de systèmes. L'objectif est de faciliter les synergies entre les systèmes et différents pays euh, prennent part aux différents aspects. Il y en a un très grand nombre qui prennent part à ce système. Il y a beaucoup de groupes écologiques pour chacun des groupes de travail avec des documents généraux qui apportent les lignes principales pour établir le système dans le cadre de leur progrès et par leur partenariat. Il y a un certain nombre de processus qui sont lancés avec des objectifs communs qui conduisent une communication globale pour verdir l'agenda global et pour assurer une meilleure situation. La plupart dans ces conversations visent l'apport des éléments écologiques à la formation des enseignants, à leur façon de présenter les choses et d'apporter leur capacité sur les questions de changement climatique. Deuxièmement, transformer le système éducatif par le cadre, la gouvernance, le financement, etc., pour voir l'éducation dans le sens pour être plus résilient et soutenable. Assurer l'importance du rôle des enseignants dans le cadre de ce programme pour fournir des engagements pas clairs par pays pour arriver à une éducation dans le système de la stratégie globale sur le climat et de faciliter le système sur les différents éléments pour voir la prioritisation des actions dans le cadre du système éducatif. Et comme vous le voyez, les différents objectifs, c'est le pilier 3 qui est encore en de discussion toujours parmi le groupe de ce groupe. La publication des indicateurs pour les systèmes sera bientôt lancée et sera présentée dans cette organisation de travail très rapidement. Et puis, sur la diapositive suivante, nous voyons le plan de développement des différentes actions. Nous avons un certain nombre de choses qui sont faites pour développer les choses avec une approche holistique sur l'organisation des éducations, sur une éducation et l'impact que ça peut avoir. Et nous avons également le renforcement des différents éléments pour une éducation plus verte avec la plateforme qui aura une page principale où on verra les progrès des différentes actions des entreprises. Et l'exemple que l'on voit ici est un des résultats. On voit également que euh, nous avons la situation pour le Cambodge et nous pouvons aborder les choses et prendre les capacités. Si un pays est recevant,
Soit il est identifié avec un système et peut apprendre davantage avec le site lui-même. Donc, ces profils, ces pages de profil sont en fait un lieu pour partager les connaissances et faire la consultation entre les pays. Et ces pages recueillent des informations de la part des pays et des recherches. Euh, et comme vous pouvez voir, lorsque ce projet sera fini, vous pouvez voir le point de clôture. Passons en fait à la prochaine diapo. Donc, le pilier 3, il s'agit de verdir la formation des enseignants. Les informations, il y a une approche holistique. La plateforme est un lieu où les données sont recueillies des différentes institutions et des recherches. Il y a une analyse très profonde qui est effectuée. Donc, sur l'écran, vous pouvez voir l- l'analyse qui nous donne une image complète. Cette inclusion limitée est présente. Il y a un système de trois catégories pour mettre en valeur les engagements et soutenir la formation, engager les communautés locales et promouvoir le leadership des jeunes. Par exemple, c'est dans la catégorie 2, c'est-à-dire que il y a une mention de l'éducation et il n'y a pas de mention d'intégration dans le programme scolaire. Donc, les utilisateurs pourraient voir ce qui se passe. Ils peuvent aller au site web de l'orgue, comprendre l'analyse et aussi faire le lien avec le NDC du pays. Nous avons également fait des réponses aux enquêtes des pays. Nous avons posé des questions oui, non au pays et nous avons posté des réponses sur la plateforme. Donc, le bouton en bas de la page permettra au pays de faire le nécessaire. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous sommes également en train de travailler avec le projet MIS. Il y a eu en fait une note publiée lors de la COP 30 afin de suivre le pilier 2. Dans cette note, il y a eu une analyse inclusive de 166 pays pour voir dans quelle mesure l'éducation est prise en compte. 60% des pays participent à l'étude, incluent au moins un faible niveau de contenu éducatif formatif dans leur CDN. 0% ont un niveau d'inclusion significatif et 13% des pays ne font aucune référence à l'éducation. On se penche sur tous les niveaux d'éducation allant jusqu'au EFTP. Nous sommes en train d'incorporer cette analyse dans nos pages de profil. Nous travaillons également avec Sinaquac pour inclure un rapport sur la plateforme et visualiser les résultats sur la plateforme. Cela donne aux parties prenantes un référentiel pour mesurer les progrès et aussi les engagements envers la déclaration sur le programme commun pour l'éducation et le changement climatique à la COP 28. La plateforme est un espace inclusif. On peut mettre en relief le travail, ces analyses offre des informations sur comment l'éducation est intégrée ou non dans l'action climatique et dans quelle mesure et à quel niveau. Chaque partenaire apporte sa propre perspective, ses méthodes et ses analyses pour faire le suivi et pour verdir l'éducation. En regroupant ces perspectives, ensemble, les décideurs, les chercheurs et les partenaires peuvent mieux évaluer les progrès accomplis par les pays à travers une approche holistique. Les utilisateurs peuvent également explorer les données en plus profondeur et des ressources supplémentaires. C'est en fait c'est une plateforme vivante qui va être mise à jour et raffinée. C'est pour ça que nous avons une approche en phase. Et d'ici la COP 31, la plateforme sera complètement développée. Nous demandons
à nos partenaires de contribuer et en prenant contact avec Job. Avec, merci de votre temps et j'étais ravi d'être parmi vous et je vous rends la parole. Merci beaucoup, Kathleen, pour toutes ces informations et aussi pour les collègues de vous envoyer les histoires d'impact qui sont très importantes. Écoutez, nous avons vraiment dépassé le temps alloué pour ce webinaire, mais je souhaite quand même prendre le temps, si le directeur Tombosi et le directeur senior, pour couvrir deux questions qui ont émergé. Et nous avons pris note de vos questions et nous répondons à ces questions dans le chat. Mais vraiment pour tirer parti de cette expérience des deux pays, je souhaite poser deux questions. Une question qui est liée au fait si les pays ont pu recueillir des finances avec pour leur stratégie consolidée de la part du ministère de l'Éducation ou du ministère des Finances. Donc, la question, c'est comment garantir des cadres de financement durables pour que les actions qui sont développées en consultation avec les différentes parties prenantes peuvent être institutionnalisées. Donc ça, c'est une question pour les deux collègues. Et la deuxième question porte sur l'inclusion du genre dans l'analyse et dans les plans d'adaptation climatique. Peut-être le directeur Tombosi, vous voulez d'abord répondre à ces questions et ensuite nous passons au directeur CA. Merci beaucoup. Je vais commencer avec le cadre de financement. Je crois que il faut, il faut que ce soit financé par le gouvernement à travers le cadre de financement à moyen terme. Le, les travaux, en fait, l'analyse des risques va alimenter le plan national qui sera chiffré et, et le financement est déterminé par la suite. Le changement climatique doit être absolument visible dans notre plan d'investissement national. Et donc, ainsi, nous pouvons obtenir le financement du gouvernement. Nos partenaires de développement se penchent également sur ce plan d'évaluation des risques national. Et si nous intégrons l'éducation dans ce risque, dans ce plan de risque, d'évaluation des risques, vous pouvez vraiment être sûr que nous trouverons un financement. Désolé, l'interprète n'entend plus l'orateur. Nous avons également des plans qui s'occupent du financement et nous avons en fait la mobilisation des ressources. En ce qui concerne les questions de genre, nous pouvons nous avons étudié comment le changement climatique impacte les filles et les garçons.
Nous avons déjà fait ces études et nous avons déjà mené ces analyses. Et nous avons mis en place des stratégies pour s'assurer que les garçons et les filles ont un accès équitable. Je pense véritablement que c'est quelque chose qui était important à dire sur ce sujet. Merci à vous, Monsieur le directeur du Cambodge. Merci beaucoup sur cette question. C'est une stratégie qui est très importante pour s'assurer de la durabilité, la stabilité du financement pour le Cambodge, véritablement sous soutien au changement climatique. Il y a deux projets importants, très importants. L'un est Taxi et l'autre, il s'appelle BRES, qui vient de l'acronyme euh, forçant la résilience des enfants dans le projet de résistance de changement climatique. Donc, c'est dans le cadre de ce qui était fait avec Save the Children et international et leur antenne cambodgienne. Ce sont deux initiatives qui sont très importantes dans ce cadre. Et pour s'assurer également de la durabilité et en fonction de mon expérience, tout d'abord, le ministère et, et les bénéficiaires du projet doivent apprendre à tirer les leçons des meilleures pratiques pour chacune des projets et transformer nos systèmes pour tenir compte des plans d'action pour améliorer les choses. Et du côté du ministère de l'Éducation, il faut véritablement fournir un certain nombre de preuves au ministère de l'Économie et des Finances chaque année pour améliorer le budget. Et c'est un sujet qui est nouveau, qui est important. Et pour avoir un soutien, il faut avoir des analyses qui soient claires. Donc, pour ce qui est du soutien du projet des partenaires de développement, c'est un bon point de départ que le ministère puisse développer les choses pour devenir plus résilient. Et, et c'est ma réponse sur la question de la soutenabilité. Mais évidemment, les partenaires de développement également tiennent compte des projets et leur soutien n'est pas indéfini. Donc, il faut véritablement que le ministère soit prêt à prendre le relais pour les actions nécessaires qui s'en suivent. Donc, nous devons avoir une stratégie de sortie intelligente pour chacun de ces projets. Et sur la question de l'égalité des genres, le ministère de l'Éducation du Cambodge est en train de travailler sur la diffusion d'ateliers de validation des systèmes d'égalité des genres sur les années à venir. Donc, on s'assure que le ministère est véritablement euh, et le gouvernement apportent une attention très importante aux filles et à leur égalité dans le système. Voilà ma réponse et je vous remercie. Merci beaucoup à tous les panélistes, Martine, Dara, Jessica, Jan, Tracy et bien entendu le directeur de Cambodge et du Malawi. Merci également à tous les participants. Il y a beaucoup de questions. Je vois qu'il en arrive et nous allons essayer d'y répondre directement dans le chat et d'autres panélistes peuvent intervenir, ils peuvent le faire. Vérifiez que vous avez les documents, regardez ce qui est disponible dans le chat et nous allons nous arrêter là. Je vais terminer en disant que ça a été une réunion très intéressante de voir comment ces deux pays ont travaillé ensemble pour inclure l'éducation dans leur plan d'adaptation nationale et qu'il faut se lier aux différents plans du secteur de l'éducation et tenir compte que ces mesures soient véritablement couvertes et bien prises en compte et que véritablement qu'on a un certain nombre d'éléments qui ont été fournis par les différents collègues
et qu'il y a besoin d'avoir des compétences techniques pour faire cela et pour tenir compte des différents éléments importants. Et puis, l'importance d'investir dans cette collaboration transsectorielle est quelque chose de très important. Et je crois que c'est quelque chose qui est utile et qui nous permet de voir l'importance qu'il y a à investir dans l'éducation pour l'ensemble de leur pays. Merci beaucoup à tous. Merci encore et également pour vos apports. Et nous allons continuer, poursuivre le dialogue et continuer vos efforts pour inclure vos efforts dans le saison. Merci à tous. Bonne journée